que les accords ne sont pas? Je pense que c'est très important qu'on réponde clairement à cette question-là. Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Que le cadre d'intégration économique régionale et le partenariat que nous aurons avec les États-Unis d'Amérique prennent donc appui sur l'accord de paix. Donc d'abord la paix, ensuite l'économie. Comme vous le savez, nous avions demandé en tout cas qu'on puisse commencer par les accords de paix pour aboutir ensuite à l'accord économique. Et vous avez suivi tout récemment dans l'actualité, c'est que la RDC a conditionné la signature de l'accord économique parce que nous disions d'abord la paix, c'est tout préalable, c'est vraiment quelque chose qui doit commencer avant que nous puissions parler de l'accord économique. Et donc la paix, ensuite l'économie. Voilà, alors je vous explique brièvement ce que nous attendons de chaque accord. D'abord, le sens profond de l'accord de Washington. Cet accord poursuit pour nous 3 objectifs centraux. Mettre fin à la spirale des violences dans la partie est du pays, restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, tarir, ça on le dit peut-être pas assez, tarir les financements de la guerre en coupant les circuits illicites des minerais. Concrètement, l'accord prévoit un retrait intégral, encadré et vérifiable des forces étrangères conformément au CONOPS. L'accord instaure un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est chargé de superviser le retrait, le désengagement du M23 et la neutralisation des FDLR. Renforce également la coopération sécuritaire tout en plaçant la RDC au centre de tous les dispositifs de suivi. Alors, ce que vous devez savoir en tout cas, et c'est très important pour nous, RDC, c'est que cet accord ne légitime aucune occupation étrangère. Il organise précisément sa fin. Donc, dans le cadre du droit international, des instruments de l'Union africaine, également de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Alors, je voudrais en tout cas, concernant la souveraineté nationale, lever toute confusion. Il y a eu quand même des questions peut-être assez légitimes. Les accords ne cèdent aucune portion du territoire national. Les accords ne transfèrent aucune souveraineté à un autre État. Les accords n'accordent aucun droit de propriété sur les ressources naturelles de la RDC. Au contraire, les accords réaffirment 1. La pleine souveraineté de la RDC sur son sol et son sous-sol, le contrôle exclusif de l'exploitation et de la transformation de ces minerais, la primauté du droit congolais sur tout mécanisme de coopération. Les partenaires, eux, apportent technologie, investissement, des accès, des marchés stratégiques, mais la décision stratégique reste congolaise. C'est cela que nous appelons notre souveraineté minérale. Alors, concernant le cadre d'intégration économique régionale, ce n'est pas une cogestion, ce n'est pas une fusion, ce n'est pas, en tout cas, une perte de notre souveraineté. Il repose sur 3 principes fondamentaux. Une paix, ou on va dire la paix comme prérequis absolu, le respect strict de la souveraineté de chaque État, une coopération pragmatique, équitable et conditionnée au respect des engagements sécuritaires. Donc en gros, le CIR vise à remplacer l'économie de contrebande sur une économie légale et régulée. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement, transformer les zones de conflit en pôles d'opportunités économiques, mais également protéger les communautés locales, notamment les mineurs artisanaux. Conditionnel et rigoureusement contrôlé. Ce dispositif tire les leçons des échecs de 2009 et 2013. Alors pour les différents, les accords prévoient, je pense que nous l'avions déjà dit, des mécanismes diplomatiques clairs qui incluent les États-Unis, le Qatar et d'autres partenaires. Il y a également le recours unilatéral à la force qui est encadré et dissuadé. Il y a la priorité qui est donnée à la stabilité, à la souveraineté, à la diplomatie. Donc il y a un calendrier opérationnel, le CONOPS, sur le retrait des engagements, transition économique, qui sera défini par le comité conjoint de surveillance. Ce que les accords ne sont pas, je pense que c'est très important qu'on réponde clairement à cette question-là.
Ce n'est pas la vente des minerais aux Américains, on tient à le dire. La souveraineté sur les ressources reste entièrement congolaise. Ce n'est pas la paix contre les minerais, comme cela a été dit. C'est la sécurisation des minerais pour priver la guerre de financement. Ce n'est pas un protectorat déguisé. Les mécanismes sont conjoints, équilibrés et encadrés juridiquement. Et enfin, ce n'est pas un partage de territoires ou des parcs nationaux. Les Virunga, par exemple, restent pleinement congolais, sans condition ni exception. Madame Tina, l'intégration économique avec le Rwanda rappelle la communauté économique des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce que Kinshasa considère comme une nouveauté dans le présent accord? Deuxième petite question, est-ce que sans équivoque, le point piège, à savoir le brassage et le mixage, sont clairement élagués ou clarifiés dans l'accord à signer? Et la troisième question, est-ce que le président Tshisekedi comprend ou sait ce que son homologue Kagame qualifie de causes profondes à la crise? Alors, avant que Mme Tina Salama ne réponde, je dois rappeler un certain nombre de principes. L'accord ici, c'est un accord qu'il ne faut pas lire dans un cadre isolé. Cet accord, c'est l'aboutissement de plusieurs mécanismes. Vous vous souvenez que Mme Tina Salama a parlé de la résolution 2773. Vous vous souvenez qu'on a parlé de CONOPS. Le CONOPS qui a été l'un des points centraux discutés dans le cadre des discussions qui avaient précédemment commencé à Luanda. Et donc ici à Washington, c'est plus ou moins la convergence de toutes ces initiatives. Et la médiation américaine s'est spécifiquement focalisée, parce que vous parliez de causes profondes tout à l'heure, c'est spécialement focalisé sur deux sujets. La sécurité, comment on règle le problème des sécurités, et comment on règle le problème économique, parce que pour nous, il est clair que la guerre qui nous est faite, elle est faite pour des raisons économiques. Du point de vue de la sécurité, nous avons dans l'accord, si vous regardez le chapitre 3, qui parle de mécanismes conjoints de coordination de la sécurité, c'est les mécanismes qui permettent justement aux deux parties de définir un cadre de travail. Vous avez appris qu'ici à Washington, il y a eu plusieurs réunions entre les parties rwandaises et les parties congolaises qui ont convenu notamment au 1er octobre d'avoir un ordre opérationnel en langage militaire. C'est ce qui a permis de notre part de commencer ces travaux de sensibilisation, notamment autour de Walikale et pour des zones où on avait plus ou moins identifié la présence des résidus des FDLR. Et l'ordre opérationnel, c'est l'ordre qui a permis justement à ces travaux de commencer. Il y a la partie rwandaise qui n'est pas encore exécutée, c'est celle qui concerne la levée des mesures de défense. Ce n'est qu'après avoir réglé d'abord cette question de la sécurité qu'on pourra parler d'intégration. La spécificité ici qui diffère de la CEPGL, c'est qu'il y aura des capitaux américains, un engagement américain qui va commencer ou qui sera précédé par le cleaning. Parce qu'aujourd'hui, les modèles économiques du Rwanda est fait d'abord de pillage et des trafics illicites. L'accord et les différentes discussions vont viser à nettoyer. Voilà plus ou moins le point central sur lequel nous devons nous focaliser. Et sur la question du brassage et des mixages, vous lisez l'accord, Mme Tina Salama l'a dit, c'est une des lignes rouges qui a été tenue dans le cadre de ces discussions. Voilà. Madame Tina, je voulais plus ou moins planter les décors. Vous avez planté les décors, vous avez répondu à l'essentiel. En tout cas, j'en viens au dernier point, c'est que quand vous parlez du brassage et mixage, je sais que ça fait beaucoup de réactions, en tout cas au pays. Les gens se posaient des questions. Est-ce qu'on va prendre tout un groupe d'individus, les réintégrer dans l'armée et tout ça? N'oubliez pas d'abord que principalement, cela passera par les processus PDDRCS. Donc c'est la seule voie, en tout cas, de réintégration. Et ici, nous avions été clairs, en tout cas avec tous nos partenaires, avec toutes ces personnes impliquées dans ces accords, c'est que ce ne sera pas une sorte d'amnistie des groupes terroristes. La RDC a dit non. On a dit niet. On a eu des expériences dans le passé, en 2009, comme je l'ai dit, en 2013. Donc on ne va pas amnistier des groupes terroristes. Et puis n'oubliez pas encore une chose, c'est que il y en a en tout cas qui sont très impliqués dans des violations graves de crimes contre l'humanité ou le droit international. Et donc, ce sera au cas par cas. Et c'est pour ça que nous insistons, et je ne sais pas comment les gens n'ont pas compris cet aspect-là. Nous avions dit cette fois-ci, c'est la réintégration conditionnée, alors qu'à l'époque, c'était inconditionnel. Donc, ce sera chacun qui viendra s'expliquer. On verra s'il n'a pas un dossier dans les violations des droits de l'homme, du droit international. On verra s'il est apte
aptes physiquement, par exemple. Il y en a d'autres qui doivent aller à la retraite. Il y en a certains, par exemple, qui n'ont jamais fait de formation militaire, qui ont été pris comme ça. Il y a d'autres militaires, par exemple, qui étaient dans ces zones-là contrôlées et qui ont été impliqués des forces dans dans les rangs de ces mouvements rebelles. Donc c'est vraiment conditionné, c'est structuré et encadré. Et encore une fois, je le rappelle, ça passe par le PDDRCS. Voilà. Voilà, merci. La compréhension des causes profondes. Mais je vous ai répondu tout à l'heure. Ça veut dire qu'ici, il faut savoir que les causes profondes pour nous, c'est d'abord les génocides rwandais. Nous avons accueilli en 1994, à la demande de toute la communauté internationale, des réfugiés rwandais qui sont venus par millions. Et depuis cette époque, la partie est de notre pays est devenue l'épicentre de la violence. Je pense que le coût humain que nous avons, nous, payé est même bien plus supérieur au génocide. Donc, on ne va pas aller sur ces terrains-là, mais aujourd'hui, et c'est cela la ligne tracée par les présidents de la République, que ce soit à Luanda, à Doha ou à Washington, nous voulons une paix durable, nous voulons une paix définitive. C'est pour ça que nous venons ici à Washington. Évidemment, nous savons qu'il y a encore ce que nous disions en ces débuts, au début de cet exercice, des problèmes sécuritaires ou des attaques sur des populations civiles sur le terrain. Ça fera l'objet évidemment des discussions que le président de la République aura avec le président Trump demain. Et donc l'idée pour nous, c'est d'être sûr que nous avons contribué à la résolution du problème de l'Est. C'est pour ça qu'il y a Doha aussi, où nous allons regarder la question des fils, parce que ici, nous traitons la question du père, et à Doha, nous traitons la question du fils, donc le M23, et c'est dans cet esprit que nous sommes inscrits, et nous espérons que chacune de parties jouera son rôle pour que la paix soit restaurée rapidement. On a posé, chacun va essayer de répondre, soit Madame Tina ou Monsieur le ministre de Médias, Communication et Médias. La première question, les deux chefs d'État vont entériner demain l'accord de paix et sécurité signé dernièrement entre le ministre des Affaires étrangères des deux pays. À quoi doit s'attendre la population congolaise et surtout celle des provinces occupées dans, j'insiste bien, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent ou dans le mois qui suivent, parce que vous savez, ce sont des populations meurtries, vous l'avez souligné, 30 ans de guerre, en tout cas ça n'est trop, des enfants qui sont nés dans les crépitements des balles, d'autres ne savent même pas étudier, les uns sont dans l'errance totale. À quoi doivent-ils s'attendre? Parce que l'accord sera signé demain. Et dans les jours qui suivent, les heures qui suivent ou les mois qui suivent. Deuxième petite question, la dernière. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Signer un accord, c'est une chose, mais sa mise en œuvre. J'ai fait référence à l'accord des principes. Il y a eu des délais qui ont été annoncés, mais leur mise en œuvre pose toujours des problèmes. Je sens qu'il y a l'aspect contraignant qui manque aux accords qui sont souvent signés. Qu'est-ce qui va advenir? Parce que la diplomatie, la signature, on les fait souvent avec pompe, mais la mise en œuvre, soit l'un des protagonistes traîne les pieds. Qu'est-ce qui va devenir s'il n'y a pas l'aspect contrainte? Alors la diplomatie, elle a son tempo, elle a sa cadence. La diplomatie, on a peut-être l'impression des fois qu'elle est lente, mais il faut lui laisser le temps. Il y a d'un côté la diplomatie, mais il y a d'autre côté les opérations. On a parlé ici du CONOPS, c'est pas toujours évident sur le terrain, parce que il faut, comme on le dit ici bien, il faut être deux pour danser, peut-être pas le tango, mais la rumba. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Nous avons en face de nous quelqu'un, et c'est nous qui sommes agressés. C'est la RDC qui est le pays agressé. Donc il faut bien que de l'autre côté, celui qui nous a agressés puisse se retirer. Et donc vous avez raison de parler des mesures contraignantes. Vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a très bien. Si vous lisez les accords de Washington, vous allez voir qu'il y a des mécanismes de surveillance. Et dans ces mécanismes-là, il y a bien évidemment les États-Unis, il y a le Qatar, il y a la médiation africaine. Donc maintenant, s'il y a une partie qui ne respecte pas, moi je pense que de notre côté, nous avons assez avancé. Si vous suivez l'actualité, vous vous rappelez que la RDC, monsieur le ministre, par le porte-parole militaire, on a annoncé en tout cas qu'on commençait d'abord la sensibilisation sur l'FDLR,
géolocalisation des FDLR, parce que c'est l'une des conditions, on va dire, je pense qu'on est engagé dans la voie de la construction, on ne va pas dire prétexte, hein, mais bon, on sait qu'ils mettent toujours sur la table les FDLR. Nous avons commencé. De notre côté, en tout cas, nous avons commencé et nous sommes très avancés. Je crois qu'il y a eu un rapport qui est sorti récemment qui parlait des avancées de l'accord, hein, comment chaque partie a respecté sa part. Et je pense que nous, RDC, on est quand même assez avancé par rapport au Rwanda. Et donc, on espère que comme il y aura des tête-à-tête demain entre le président Trump et le président rwandais, mais qu'il y aura également une sorte de trilatéral avec les deux chefs d'État, qu'ils vont parler de cette question-là de cessez-le-feu, de retrait des troupes rwandaises, qui est vraiment une condition sine qua non pour nous. Alors, autre chose... Pour la population de l'Est, en tout cas, je pense que s'ils nous suivent en ce moment, on leur dit que nous sommes de cœur avec eux. Et c'est pour cela que nous sommes ici. On veut vraiment mettre fin à ce cycle de guerre, de conflit, de violence. On veut retrouver l'intégrité, la souveraineté de notre territoire. Le président de la République a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de résilience pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à Washington pour entériner ces accords. Donc nous sommes de cœur avec eux et vraiment on pourra leur adresser peut-être un message en Swahili tout à l'heure. En tout cas tunawasalimia sana wote wanaokuwa wanaotufata sasa hivi kutokea huko Goma, Bukavu, Uvira, Masisi, mahali popote mnakuwa. Sisi tuko hapa Washington DC na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawaeleza kwamba tuko nafanya namna yote ili kimya irudie nchini Kongo. Tuko pamoja. Voilà, merci. Juste un petit commentaire parce que c'est une question cruciale. Comme je le disais tout à l'heure, le président de la République est résolument engagé pour restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Je rappelle que les premières discussions pour le retour de la paix ont commencé en juillet 2022. Nous sommes presque à 3 ans de processus où vous avez vu que le point où les processus devaient être clôturés à Luanda le 15 décembre 2024, on a vu que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Et dans la suite, on a vu que le président rwandais a intensifié les opérations pour non seulement tuer ou massacrer nos populations, mais pour continuer la mise en main sur nos ressources. Il y a eu la relance du processus qui a commencé le 18 mars à Doha, et puis il y a eu Washington qui a pris l'initiative où nous sommes aujourd'hui. Comme je le disais, nous savons qu'il y a des problèmes sur le terrain, et le président de la République a eu l'occasion de le dire. C'est que signifie la paix pour nous. La paix pour nous signifie retrait de troupes rwandaises, cessation de soutien aux supplétifs. C'est clair. Et nous pensons que du côté de l'Amérique, la position de la RDC est connue. N'oublions pas que nous avons le mécanisme conjoint sur lequel nous travaillons. N'oublions pas qu'il y a un comité conjoint de supervision où les services, y compris américains, suivent la situation sur le terrain. La rencontre entre les chefs d'État devra avoir lieu déjà depuis plusieurs jours. Elle a été postposée, mais je crois que cette fois-ci, nous venons parce que le président Trump aura l'occasion d'écouter le président Tshisekedi, qui lui fera le point, évidemment, de tout ce qui se passe sur le terrain, et nous espérons qu'au sortir justement de ces discussions à la Maison-Blanche et de tout ce qui va se faire, que la paix pourra devenir effective avec un engagement plus fort du gouvernement américain pour s'assurer que le Rwanda, de son côté, fasse ce qui est sa part pour que la paix puisse être restaurée, pour que nous puissions passer au chapitre économique. Monsieur le ministre, Madame Tina Salama, vous avez beaucoup vulgarisé les accords. Alors, la grande question surtout, c'est que les Rwandais et leurs supplétifs sont en train de se poser, c'est que ces accords ne sont pas passés par le Parlement. Alors, comment est-ce que vous pensez les lois de la République prévoient un peu la réponse à cette question? Alors, c'est une question très importante. Merci de la poser parce qu'elle est revenue également dans les débats publics, on va dire. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement
doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi par d'autres mécanismes pour aller informer le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, M. Emeboji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont informés. De toute façon, nous sommes dans un processus de transparence. Et comme nous nous sommes engagés depuis le premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public. Parce que nous avons déjà cet accord, parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord. Le président ne vient pas signer un autre accord. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés. D'abord, ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie de signature. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter que dans tout ce que nous faisons, nous les faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités. Nous referons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues.